bonne thérapie. Excusez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau débat du jour sur Juste Milieu. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Madame la sénatrice Valérie Boyer avant toute forme de débat. Chère Valérie, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Je suis très heureuse d'être avec vous sur cette chaîne. Merci. Merci beaucoup pour votre participation avec un débat qui s'annonce très riche aujourd'hui avec trois grandes thématiques qui nous attendent, avec bien sûr ce qui nous attend du côté des Républicains en vue des prochaines élections 2022. Deuxième grande thématique, l'influence de la France dans le monde. Alors bien évidemment, on va parler de cette crise des sous-marins, cette affaire des sous-marins et plus largement de la place de la France dans ce monde qui est en train de changer. Et enfin, nous parlerons avec vous, Madame Valérie Boyer, de la lutte contre les violences conjugales et la reconnaissance du syndrome de la femme battue. Nous allons parler ensemble de cette thématique. Mais avant toute chose, et pour faire connaissance auprès des spectateurs de Juste Milieu qui ne vous connaîtraient peut-être pas, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours politique qui vous a mené de l'UMP aujourd'hui aux Républicains et à votre rôle de sénatrice depuis 2020, pardon. Oh, alors, je vais essayer d'être brève. Écoutez, j'ai commencé la vie politique assez tard, puisque j'avais 45 ans. C'est la première fois que j'ai été élue députée de Marseille, donc en 2007, donc dans la foulée de l'élection de Nicolas Sarkozy. Ensuite, j'ai été réélue députée toujours de Marseille en 2012. Alors que François Hollande venait de gagner, et j'ai été réélue députée en 2017, après les élections de 2017 que vous connaissez. Entre-temps, j'avais été en 2014 adjointe au maire de Marseille à la politique de la ville, à la rénovation urbaine, puis maire des 11e et 12e arrondissements en 2014 et en 2008 adjointe au maire. Donc, voilà un petit peu mon parcours politique, toujours fidèle à ma famille politique. Ma première carte a été celle de l'UMP. Et puis ensuite, je suis bien évidemment restée de l'UMP aux Républicains. Et donc, premier volet de ce débat du jour sur Juste Milieu, là, l'ordre de bataille pour les républicains, pardon, je vais y arriver, en vue, décidément, en vue des élections présidentielles qui arrivent en 2022. Quel projet aujourd'hui politique est celui proposé par les Républicains déjà pour se démarquer de la République en marche et se démarquer face à Emmanuel Macron, qui reste pour l'instant le favori dans les sondages? Alors déjà, une première remarque, quand on est engagé dans la vie publique, en tout cas moi c'est mon cas, à chaque fois, pour mes 3 élections de député, j'ai jamais été donnée gagnante, bien au contraire. Pour souvent, j'étais même pas au 2e tour. Donc vous voyez que les sondages ne font pas l'élection, loin de là. Et je vais pas vous multiplier les exemples où le favori, j'allais dire de l'hiver-automne qui précède l'élection présidentielle au printemps suivant, est celui qui gagne. Bon, c'est quelque chose d'assez rare. Ensuite, je dirais que sur le principe, quand on milite dans un parti comme moi, qui suis toujours restée fidèle à mon parti politique, qui était secrétaire de circonscription depuis que je suis parlementaire, que l'on donne une partie de ses revenus à son parti politique, que l'on génère aussi des revenus à son parti politique, puisque vous savez qu'un parlementaire génère des revenus pour un parti politique, eh bien, on est attaché à cette famille politique, à ce courant de pensée. Et surtout, on ne fait pas sa vie politique en fonction des sondages. Nous ne sommes pas des feuilles mortes j'allais dire, qui volons au gré des sondages, mais on est là pour défendre des convictions et pour défendre un candidat qui, je l'espère, sera choisi le 4 décembre. En tout cas, tous les prétendants qui sont sur la ligne de départ dans ma famille politique ont décidé de participer à cette primaire qui se déroulera sous forme de congrès
Et donc, nous choisirons notre candidat le 4 décembre et tout le monde s'est engagé à soutenir celui qui sortira vainqueur des urnes. Urnes donc qui sont ouvertes aux militants à jour de cotisation et à toutes les personnes qui prendront une cotisation aux Républicains, donc à notre parti politique, d'ici le 15 novembre, puisque le 15 novembre, c'est la date de clôture des cotisations. Et donc, Des adhésions, pardon, des adhésions, oui. d'accord. Et pour ce congrès, donc, avec désignation du candidat au 4 décembre, est-ce qu'il n'est pas un petit peu tard par rapport à, voilà, à ces élections présidentielles qui là, vraiment se sont accélérées avec l'émergence du personnage Éric Zemmour, l'inconnu pour l'instant, on ne sait pas s'il est candidat, mais tous les sondages le positionnent, en tout cas le mettent dans la liste des candidats. Euh, Est-ce qu'il n'est pas compliqué là pour les Républicains de se démarquer et de trouver déjà un candidat pour retenir l'attention? D'abord, il n'est jamais trop tard. Ensuite, je me permets juste de rappeler qu'en 2016, pardon, lorsque nous avions organisé ces premières primaires, ça avait été un succès sans précédent. C'était des primaires dites ouvertes, où les gens payaient quelques euros pour pouvoir voter, de façon à prendre en charge les frais de l'organisation de cette élection. Et c'était début décembre également. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le calendrier et la forme a été choisie, quelque part, en tout cas, à la demande des soutiens de Xavier Bertrand, qui ne souhaitait pas de primaire ouverte. Moi, je souhaitais une primaire ouverte, c'était mon choix, ainsi que celui de nombreuses personnes. Et les militants ont tranché en faveur d'un congrès, mais qui est une primaire fermée, qui aura lieu donc fin novembre, début décembre. Moi, je pense que c'est très important que nous puissions nous déterminer parce que la fin du mois d'octobre et tout le mois de novembre sera consacré à intéresser les Français, les militants et les sympathisants à cette élection et donc à avoir des débats autour du projet qui nous rassemble et qui devra rassembler les personnes qui vont voter pour le candidat. Donc, je pense qu'il faut maintenant cesser de parler de la forme et s'attacher au fond, c'est-à-dire au projet. Et notre projet, effectivement, en tout cas celui porté par les Républicains, d'abord, il tient c'est notre devoir. Nous avons un devoir démocratique parce que c'est important pour le fonctionnement de notre démocratie en France que nous n'ayons pas une année pré-présidentielle sans débat. En 2017, on a assisté à une sorte de hold-up démocratique où c'est le procès de François Fillon qui a tenu lieu de débat présidentiel. Et moi, je maintiens qu'Emmanuel Macron a été élu par un concours de circonstances, pas sur un concours de circonstances, mais par un concours de circonstances, à savoir l'empêchement d'un débat. Et d'ailleurs, il le disait, il n'y a pas de culture française, je n'ai pas de projet, le projet n'est pas important. Ça va être totalement différent cette fois-ci, puisque l'ensemble des partis a procédé à des primaires, que ce soit un congrès, un choix ouvert, un choix fermé, c'est une sorte de compétition interne. Ils se sont déterminés pour un candidat et nous, eh bien, durant ce mois et demi, enfin c'est presque 2 mois de primaire, de congrès, de préparation du congrès, les candidats vont pouvoir échanger sur leur vision de 2022. Et je rappelle qu'à l'intérieur de dans notre Constitution, le rôle des partis politiques est inscrit. Donc, c'est très important de faire fonctionner ces partis politiques. Et on a vu récemment que des personnes qui étaient hostiles à cette compétition au sein d'un parti politique ou via un parti politique, eh bien, se sont rangées à cette méthode, qui n'est pas la méthode la plus parfaite, mais qui est quand même la moins mauvaise, pour faire en sorte que notre famille politique n'ait qu'un seul candidat et qu'une fois que l'élection a lieu, nous soyons tous derrière lui. Donc, en tout cas, ou derrière elle. Donc, j'espère que ce mois va être fructueux, ce mois va être intéressant et que les Français vont commencer à rentrer dans l'intérêt de la campagne
et qu'on va enfin parler du projet et non pas de la méthode. Ça fait depuis 6 mois que nous sommes préoccupés par la méthode. Je pense qu'il faut sortir de là et proposer notre vision du prochain quinquennat aux Français qui ont beaucoup souffert sous Emmanuel Macron et sous Hollande-Macron et sous Macron-Macron. Et c'est vrai qu'il y a un changement qui est intéressant à observer par rapport à ce qui se passe du côté des Républicains, parce que au moment des élections régionales, la droite est sortie comme le grand gagnant de cette élection-là. Mais c'est vrai que depuis, on voit surtout entre La République En Marche et le MoDem, on voit une sorte d'alliance qui est en train de se créer. Édouard Philippe qui crée son nouveau parti, l'Horizon, qui risque de se mêler là encore à ce groupe qui se dessine. Et on a plusieurs médias qui ont parler de cette possible alliance sous le nom de démocrates. Alors, peut-être que cette alliance n'irait pas jusqu'à s'appeler vraiment les démocrates, mais on pourrait véritablement assister à une américanisation de la vie politique française avec un ensemble de ces partis-là qui seraient démocrates ou qui comprendraient le mot démocrate dans son nouveau nom face aux républicains dont vous faites partie. Comment voyez-vous ça? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une sorte de rumeur médiatique qui n'ira pas plus loin ou d'une modification qui peut être vraiment en profondeur dans la vie politique française? Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, une chose semble se dessiner, à mon avis. D'abord, c'est un besoin de stabilité, parce qu'une autre leçon que nous pouvons tirer des municipales, des régionales comme des départementales, c'est la volonté pour les Français d'une stabilité. Je rappelle qu'au régional, tous les sortants ont été réélus. Il n'y a eu aucune surprise. Alors, la surprise, ça a été par exemple dans les scores très important et très significatif uniquement sur sa ligne politique de Laurent Wauquiez, parce que c'est lui qui a le mieux gagné, le plus largement gagné, en étant droit dans ses bottes sur la ligne politique. D'autres ont dû faire des alliances beaucoup plus larges pour gagner. Ensuite, pour répondre à votre question, moi je note que la France n'a jamais été aussi à droite, d'après toutes les enquêtes d'opinion et pas les sondages, ce qui est totalement différent, mais que la droite manque d'incarnation et n'est pas audible pour l'instant. Et ensuite, je dirais que la perturbation se fait plutôt du côté du centre et de la Macronie, dont on ne sait pas très bien où elle se situe. Je rappelle quand même que le mouvement En Marche est un échec total, tant sur le fond que sur la forme. Le parti n'a pas réussi à trouver, c'est un parti à clic, si je puis dire, il n'a pas réussi à trouver un fonctionnement correct, que la majorité pléthorique d'Emmanuel Macron, il y a une cinquantaine de députés qui sont partis, qui ne siègent plus, d'autres qui ont rejoint d'autres mouvements, et qu'on se retrouve, alors peut-être que je me trompe, au centre avec le MoDem, Agir, UDI, le nouveau parti Horizon, et je pense que j'en oublie. On n'a jamais vu le centre aussi éclaté. Et avec un Édouard Philippe quand même qui, ce week-end, a appelé son parti Horizon. Là aussi, ça me semble curieux comme nom, puisqu'on a l'impression qu'il ne va jamais atteindre son objectif, si c'est l'horizon, puisqu'il reculera en permanence. Mais au-delà de cette boutade facile, surtout un Édouard Philippe dont on se demande bien s'il a été Premier ministre, parce que s'il veut ramener l'ordre dans la rue et dans les comptes, mais que n'a-t-il pas fait? Moi, je me souviens quand même qu'il est responsable et comptable, puisqu'il s'occupe de comptes, de l'aggravation de la dette dans des proportions terribles avant la crise du coronavirus, de l'échec total de la réforme des retraites, des gilets jaunes, des 80 km/h, et du fait qu'on n'a plus fonctionné les institutions. Et quand Édouard Philippe dit je voudrais que les maires aient une place dans le schéma politique, eh bien qu'on revienne à ce qui existait avant, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionnait bien, qui était bien équilibré, c'était que les maires pouvaient être parlementaires ou que les parlementaires pouvaient être maires. Alors ces choses peuvent évidemment s'aménager, puisque 97% des communes sont des communes de moins de 100 000 habitants. Donc, on peut trouver des aménagements à ça, mais aujourd'hui, faire fonctionner le Parlement totalement amputé des territoires, on voit bien toutes les difficultés que ça comporte, à la fois pour les territoires, comme pour le Parlement, d'une part,
Et d'autre part, on voit bien aussi que le cumul local, le cumul horizontal est totalement possible et les seuls qui seraient empêchés, eh bien, ce seraient les parlementaires. Et c'est là d'où vient cette difficulté. Donc moi, je veux bien qu'on redécouvre l'eau tiède, mais c'est curieux d'avoir mis en place des réformes aujourd'hui et de trouver que le résultat de ces réformes n'est pas bon, alors que tous ceux qui étaient opposés à ces réformes l'avaient prévenu des difficultés. Donc moi, je ne sais pas si nous allons vers une américanisation de la société. Je note que la Startup Nation d'Emmanuel Macron, ça n'a pas du tout fonctionné. Ça a même créé plus de désordre, de conflits, de douleurs, de crispation avec les Français, que ça n'a apporté de bienfaits, puisque les rares promesses qu'Emmanuel Macron avait faites pendant sa campagne, aucune n'a été tenue. La réforme des retraites, totalement échouée. C'est le seul quand même qui n'aura pas fait la réforme des retraites. Comment dire, l'amélioration du service public avec un meilleur déroulement de carrière pour les fonctionnaires et la suppression, j'aime pas ce terme, mais l'évolution, on va dire, du nombre de fonctionnaires n'a pas été mise en place, bien au contraire, que la dette a augmenté dans des proportions colossales et je ne parle pas de la crise du Covid-19, mais avant, elle a augmenté, que de toute façon, structurellement, elle continue à augmenter et ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2012 dans les valises de François Hollande, de mémoire, les Français étaient endettés à hauteur de 28 000 euros par habitant. Maintenant, c'est 44 000 euros. Donc, on voit bien l'explosion. La dette, c'est la même chose. On avait quelques points de différence avec l'Allemagne. Maintenant, on a 44 points de différence, 45 points de différence. Donc, 300 milliards de dettes. Le déficit commercial qui est abyssal et qui est extrêmement important. Et ça, qui est à contre-courant de tout ce qui s'est passé dans les autres pays de l'Union. Donc, on voit bien ces grosses difficultés qui sont les nôtres et qui sont liées à la gouvernance de Hollande-Macron et de Macron-Macron. Et pour clore ce premier volet de ce débat, Madame Boyer, comment, enfin, avec quel œil, voilà, regardez-vous ces deux candidats, pour l'instant, ces deux non-candidats, mais qui sont ceux dont on parle le plus, à savoir Emmanuel Macron et Éric Ah oui. Zemmour. On a très clairement deux personnalités, un président sortant et puis un polémiste, écrivain, homme de médias, on ne sait plus vraiment, qui ne sont pas candidats, mais qui très clairement occupent l'espace. À la fois, pensez-vous qu'Emmanuel Macron est très clairement en campagne avec des mesures politiques qui sont autant d'arguments électoraux. Encore très récemment, c'était l'annonce de son plan France 2030, entre 50 et 50 milliards d'euros. Curieusement, un projet qui sera mis en œuvre de 2022 sur les 5 ans qui vont suivre, donc comme par hasard la durée du mandat à venir. Et puis de l'autre côté de l'échiquier, on a Éric Zemmour, pareil, hein, une personnalité qui n'est pas encore déclarée comme candidat, mais qui fait tout comme, qui va faire des discours en Corse, à Lille et un peu ailleurs, partout ailleurs en France. Comment voyez-vous, avec quel regard voyez-vous ces deux personnalités qui semblent choisir eux-mêmes les thématiques de la campagne à venir et de fait donner un petit peu de retard vis-à-vis, enfin, aux autres partis, aux républicains qui aujourd'hui ont l'impression quand même de suivre la danse plutôt que de la mener? Alors, on va commencer par le président-candidat ou le candidat-président que Emmanuel Macron n'a jamais cessé d'être depuis qu'il est entré en fonction en 2017. C'est vrai qu'on a toujours l'impression de quelqu'un en campagne et qui occupe la place que nous laissons. Alors, c'est sûr que c'est le vide laissé par la droite incarnée et le centre incarné par les Républicains, à mon sens, qui fait la place d'Emmanuel Macron. Ça a été le cas lors de son élection qui s'est faite sans débat en 2017. Je ne conteste pas le résultat de son élection, qui est totalement légal, mais c'est le fait que nous n'ayons à aucun moment pu discuter du projet, etc., qui a fait qu'Emmanuel Macron a été élu. Ensuite, face à Marine Le Pen, il n'y avait pas de surprise, il n'y avait aucun suspense.
Donc, il a passé toute une partie de son quinquennat à faire en sorte de se retrouver dans la même configuration, c'est-à-dire Macron-Le Pen, pour être certain d'être réélu. Et c'est vrai que Marine Le Pen a été jusqu'à présent sa meilleure assurance vie. Aujourd'hui, les choses sont différentes parce qu'effectivement, Éric Zemmour arrive dans le paysage politique. Mais avant d'imaginer qu'il était candidat, Éric Zemmour et beaucoup d'autres personnes avaient déjà mis sur la table la question de l'immigration, la question de l'identité de la France, la question de la place de la France dans l'Europe et de la place de la France dans le monde. Beaucoup de personnes qui ne viennent pas forcément de la droite, mais qui viennent de tous les horizons politiques, ont pensé que c'était ces sujets-là qui étaient prégnants dans la société française et qui faisaient que tout le reste en découlait. Donc aujourd'hui, effectivement, Éric Zemmour occupe la place que nous avons laissée vacante parce que nous nous sommes laissés, à tort, mais c'est comme ça, complètement gangrénés par cette histoire de méthode pour en revenir à ce que nous proposions il y a 6 mois, bon, dont acte. Bon, maintenant, nous avons un calendrier, un projet et nous allons discuter de notre projet pendant cette période. Et c'est vrai que les 2 candidats non déclarés, eh bien, je pense que le paysage changera, le rapport de force changera quand nous aurons notre candidat. Qui aura la légitimité du départage congrès dont les dates ont été arrêtées. Voilà. Affaire à suivre, donc Affaire à suivre. Moi, voilà. je pense, alors, mon sentiment, j'aurais préféré une primaire ouverte, j'aurais préféré que ça se passe avant, etc., etc. Ok, mais maintenant, on ne va pas pleurer sur le lait renversé. Nous sommes dans la situation où nous nous sommes mis en ordre de bataille. Notre devoir, c'est un devoir d'alternance, c'est de représenter l'alternative, c'est de vivre le débat. On ne peut pas... ce parti, et ce qu'il représente, c'est pas rien dans l'histoire de la Ve République. C'est même l'histoire de la Ve République. Les Républicains, le Parti gaulliste, les partis centristes, les partis de droite, tout ça, c'est ce qui ont façonné à la fois nos institutions et la vie politique, avec des grands présidents de la République, bien évidemment De Gaulle, Pompidou, Giscard, Nicolas Sarkozy, tout ça, ça a forgé à la fois nos convictions, notre projet. Maintenant, l'élection de 2012 nous l'avons perdue pour plusieurs raisons, mais aussi parce qu'on avait un Front National qui était fort et qui s'est bien gardé de dire qu'il fallait se tourner vers Nicolas Sarkozy plutôt que vers François Hollande. Donc maintenant, chacun assume. En 2017, il s'est passé un petit peu la même chose. Et c'est jamais sur le projet que nous avons échoué, mais sur l'atteinte à la réputation de nos candidats, le Nicolas Sarkozy sortant et François Fillon. Donc, j'espère que cette fois-ci, on ne va pas nous voler, quand je dis nous, c'est nous Français, nous voler le débat sur le projet. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important pour le fonctionnement de la démocratie, pour le fonctionnement de l'acceptabilité de ce qui va être mis en place dans les années qui viennent, que ce débat ait lieu. On ne peut pas voler le débat démocratique, encore une fois, aux Français. Et donc, notre devoir, c'est de faire fonctionner ce débat. Après, j'espère que nous allons pouvoir reconquérir les Français dans leur tête et dans leur cœur. Aujourd'hui, on a un gros déficit pour beaucoup de raisons. Ce déficit, il faut le combler, mais je pense qu'il y a une attente vis-à-vis de nous, de la droite, du centre, d'un grand parti de gouvernement, d'un parti rassemblé. Et j'espère qu'on trouvera la femme ou l'homme d'État qu'il nous faut pour 2022. Vous avez compris que mon candidat, ce n'est pas Emmanuel Macron, parce que je pense que non seulement son quinquennat, mais ses 10 ans de pouvoir, c'est plus que des occasions manquées, ce sont des occasions gâchées et une France qui a reculé dans tous les domaines et des promesses qui n'ont pas été tenues. Et justement, la transition est toute trouvée. Hein. L'un des domaines qui aujourd'hui, avec du recul, et si on tente de faire un constat, l'un des problèmes
voilà, l'un des domaines qui pose problème dans l'analyse du mandat d'Emmanuel Macron, c'est bien celui au niveau géopolitique. On l'a vu il y a quelques semaines à peine avec cette crise des sous-marins, ce contrat de plus de 56 milliards annulé par les Australiens, un contrat cassé pour l'achat de 12 sous-marins français produits par Naval Group. Un contrat cassé, la naissance d'une coalition entre la Grande-Bretagne, l'USA et l'Australie, la coalition dite AUKUS, et la France qui se retrouve vraiment la queue entre les jambes, qui revient et qui a perdu pied dans cette affaire-là. De jour en jour, on a appris des révélations jusqu'au comportement d'Emmanuel Macron qui n'a pas daigné répondre au téléphone aux appels du Premier ministre australien Scott Morrison. Aujourd'hui, la question se pose, où en est l'influence internationale de la France à l'échelle du monde? Est-ce que cette affaire des sous-marins est anecdotique ou est-ce qu'elle en dit beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer? Bah, elle en dit beaucoup plus et je vais vous citer quelques exemples. Malheureusement, si vous voulez, je terminerai par l'affaire des sous-marins, mais je voudrais déjà commencer par, vous dire que premièrement, la France est fâchée avec les 3 pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Elle a de mauvaises relations avec eux, alors qu'elle en avait d'excellentes, avant. Ensuite, nous ne sommes pas respectés au Mali, nous ne sommes pas respectés en Guinée. Nous ne sommes tellement pas respectés que quand nous demandons à ces pays que nous supportons dans tous les sens du terme, je pense notamment à ce qui se passe au Mali avec l'intervention Barkhane, ce qui se passe au Sahel, où nous avons quand même laissé 53 soldats français qui sont morts pour la France, mais pour la paix et pour lutter contre le terrorisme dans ce pays. Quand nous demandons à ces pays de reprendre leurs ressortissants, ils ne nous respectent pas. C'est quand même très grave. Et quant à la crise avec l'Algérie, qui est paroxystique, c'est compliqué, y compris avec la Tunisie ou le Maroc, où nous reculons. Déjà, c'est un vrai problème. Ensuite, sur le plan international, je vais vous citer un autre exemple. La France était partie prenante aux accords de Minsk, les accords de Minsk qui comportaient la Russie, les États-Unis, la France pour s'occuper du Haut-Karabakh et de l'Arménie. Vous allez me dire, ça ne concerne pas les Français. Si, ça les concerne. Parce que l'an dernier, nous avons assisté au fin fond de l'Arménie, dans la République du Karabakh, d'Artsakh, à une invasion et à une politique génocidaire menée par les Azéris, armés par les Turcs, donc alliés de l'OTAN, nos alliés de l'OTAN, qui se sont attaqués aux Arméniens en Artsakh et qui s'attaquent tous les jours depuis les accords de cessez-le-feu à l'intégrité territoriale de l'Arménie même, qui ne respecte aucun accord sur les droits de l'homme, sur les prisonniers, etc. Et la France a été totalement absente de la résolution de ces accords de Minsk et des accords de paix. Pire encore, nous avons assisté à un rapprochement entre le Pakistan, la Turquie et l'Azerbaïdjan pour parler de quoi? Pour parler de 3 territoires, le Cachemire, Chypre, pays de l'Union européenne, quand même occupé depuis 1974 par la Turquie, et le Haut-Karabakh. Et là, la France a été aux abonnés absents. Les seuls qui sont venus, puisque ça s'est passé pendant les élections américaines, ce sont les Russes pour arrêter le massacre, si je puis dire, au Haut-Karabakh. C'est un exemple. À l'intérieur de l'Union européenne, et c'est mon 3e point, après le Maghreb, les accords de Minsk qui sont un exemple, mais il y en a d'autres, nous avons à l'intérieur de l'Union européenne de graves difficultés. Nous sommes en concurrence permanente et en concurrence déloyale, je pense qu'on peut le dire, avec l'Allemagne. Regardez cette affaire du gaz et du nucléaire, c'est quand même absolument renversant qu'on en soit là aujourd'hui. Et puisque vous évoquiez cette crise des sous-marins, l'Allemagne ne nous a pas soutenus. Pire encore, nous avons subi des attaques pas très fraternelles de la part de pays comme la Hollande, le Danemark ou la Suède. Et le lendemain, où nous avons été humiliés par les Américains pour cette affaire des sous-marins, non seulement il n'y a eu aucune solidarité européenne, mais pire encore, l'Allemagne a signé un contrat avec l'Australie. Donc, nous avons cette concurrence, ces mauvaises manières de pays de l'Union européenne. On parle de la Pologne en ce moment, mais vous avez vu que la Pologne préfère acheter des avions aux États-Unis. Encore une fois, les Français sont parmi les plus forts du monde pour le nucléaire et notamment pour les EPR. Nous essayons de vendre des EPR aux Polonais alors que nous sommes un partenaire fiable, un partenaire proche
que les liens avec la Pologne sont extrêmement forts, ils sont culturels, ils sont fraternels, très clairement avec les Polonais. Notre histoire commune est très importante. Les Français d'origine polonaise sont un exemple d'intégration absolument parfaite. Et malgré tout, les Américains font tout pour nous savonner la planche, pour que ce ne soit pas les Français qui arrivent à vendre des EPR aux Polonais. Donc, le dernier avatar est quand même quelque chose d'absolument fou. C'est ce qui se passe en ce moment avec les moteurs d'Ariane 6, puisque le moteur Vénus ne sera plus fabriqué dans l'heure, mais sera fabriqué en Allemagne. Donc, jusqu'où ça va? Et je ne vous parle même pas de Ascoval, des chantiers navals, d'Alstom, de Technip, tous ces fleurons de l'industrie française auxquels Macron a participé pour qu'ils soient bradés ou que nous en soyons dépossédés. Et arrive cette histoire de sous-marin australien du contrat du siècle. Moi, cette histoire m'inquiète énormément, non seulement parce que nous avons perdu un contrat formidable, mais surtout qui mettait en valeur le savoir-faire français, la technologie française, etc. Mais ça m'inquiète parce que ça touche quand même à l'intégrité territoriale de la France. Je m'explique. La France est la deuxième puissance maritime du monde. La France rayonne sur toutes les mers du monde par ses outre-mer. Et quand vous regardez la carte de l'Australie, puisque nous sommes en Australie, qu'est-ce que vous voyez au-dessus de l'Australie? Vous voyez la Nouvelle-Calédonie. Comment la France, qui est une puissance nucléaire, qui a son siège à l'ONU, au Conseil de sécurité, et ça aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, puisque c'est quand même une des rares fois où on a pu évoquer le fait que la France cède son siège. Ne serait que cette évocation, ça signifie quand même l'affaiblissement de la France de Macron, parce que c'est de ça dont il s'agit. Pour en revenir au Pacifique, ce contrat du siècle, non seulement nous l'avons perdu, mais j'allais dire que nous avons perdu plus que le contrat. Nous ne faisons pas partie de l'accord ANCUS, c'est-à-dire Australie, Grande-Bretagne et États-Unis. Et alors que la France est présente dans le Pacifique, que la France est une puissance nucléaire. Et on sait très bien que si la France est rejetée par le vote qui aura lieu le 12 décembre en Nouvelle-Calédonie, qui prendra la place et qui est déjà d'ailleurs un peu sur place? Eh bien, ce sont les Chinois. Donc, il est totalement invraisemblable que le président de la République, non seulement ne se positionne pas pour ce qui va se passer pour ce vote, ce troisième référendum en Nouvelle-Calédonie avec un corps électoral bloqué. Nous n'avons pas l'avis du gouvernement. Lorsque nous les interrogeons aux questions au gouvernement, nous ne savons pas si Emmanuel Macron, si son gouvernement a envie que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France. Et ça me semblerait totalement aberrant que l'intégrité territoriale de la France, qui comporte la Nouvelle-Calédonie, qui comporte ses outre-mer, qui comporte ses TOM, qui comporte ses DOM, eh bien, soit touchée par ce vote. Moi, je pense que le fait que nous ayons perdu ces contrats, mais pire encore, que nous ne fassions pas partie de cet accord de protection entre les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne, montre bien l'affaiblissement de la France. Il ne s'agit pas d'ailleurs que de ce fameux ANCUS, mais nous avons aussi le Quad, c'est-à-dire le dialogue de sécurité quadrilatéral entre les États-Unis, les Japonais, les Indiens et les Australiens. Et là aussi, la France est absente, la France recule. Donc moi, je suis très inquiète de voir à quel point la place de la France a été dégradée dans le monde et combien lorsque la France a été attaquée, lorsqu'il y a eu une rediffusion des caricatures de Mahomet, peu de pays l'ont défendu, sont venus à son secours, y compris dans l'Union européenne qui a été bien timide, pour ne pas dire lâche, vis-à-vis de la France. Et heureusement, quand elle a subi ces attaques de la Turquie, membre de l'OTAN, et du Qatar, qui joue un rôle extrêmement pervers, lui aussi, dans les relations internationales, en tout cas qu'on ne peut pas compter parmi nos amis.
Et heureusement que nous avons trouvé des pays comme l'Égypte, qui a pris la défense de la France, les Émirats arabes unis, qui ont pris la défense de la France, ou encore l'Arabie saoudite aussi, qui a pris la défense de la France contre les attaques des Turcs, des Qataris, des Pakistanais. Donc, et d'autres, hein, voilà, pour résumer. Donc, on voit bien cet affaiblissement de la France dans le monde, cet affaiblissement de la France dans l'OTAN, la France qui n'est pas capable de se faire entendre de ses partenaires de l'Union européenne comme de l'OTAN. Dans ce marasme, une bonne nouvelle, bien évidemment, ce sont les accords que l'on peut avoir avec la Grèce, notamment la France qui a été courageuse, et j'en sais gré au président Macron, lorsque l'été dernier, avant-dernier, la Turquie a essayé une fois encore des manœuvres hostiles vis-à-vis de la Grèce en Méditerranée orientale, notamment pour l'île qui est située juste en dessous de la Turquie et qui est grecque. Et la France a envoyé ses navires, et la France aujourd'hui a des accords à la fois pour des avions et des accords maritimes avec la Grèce. Mais moi, je n'arrive toujours pas à comprendre comment, avec l'image que le président de la République veut se donner, il n'ait pas su faire entendre la voix de la France par rapport à l'effort militaire que la France consent. Non seulement sur le plan budgétaire, mais en payant aussi le prix du sang. Et malgré tout, nous n'arrivons pas à nous faire respecter de nos alliés de l'Union européenne, puisque dans le plan de relance, comme dans l'épure budgétaire des 3%, eh bien, il devrait y avoir, puisque la France, c'est la plus grande armée de l'Union européenne, il devrait y avoir une exception française qui fait que nous ne soyons pas tenus à être dans cette épure-là. Et je suis très déçue et très inquiète de voir que nous n'arrivons pas à plaider pour la France et pour l'effort que fait la France et même le sacrifice que font les militaires français sur le plan international. Mais le point que vous soulevez est extrêmement intéressant parce qu'on est là encore dans une thématique qui va s'inviter dans la campagne présidentielle à venir, à savoir la thématique du souverainisme. Des candidats se sont vraiment emparés de ça. Je pense à Florian Philippot qu'on a reçu sur Juste Milieu. Je pense également au Rassemblement national qui fut un temps parlait de ça. Bon, peut-être beaucoup moins maintenant, c'est peut-être selon la météo. En tout cas, le Rassemblement national qui n'est plus vraiment sur cette question-là du souverainisme. Mais toujours est-il qu'avec ce que vous venez de lister, on comprend bien que la France au sein de l'Union européenne n'est plus, enfin, est de plus en plus dans une position délicate avec des ententes qui se font même parfois contre la France. Vous avez parlé de l'Allemagne sur cette affaire des sous-marins, mais on a sur le plan idéologique ce qui se passe en Pologne est extrêmement intéressant avec le tribunal constitutionnel polonais qui a décidé, qui en convient que les lois polonaises sont supérieures aux lois de l'Union européenne, prises au sein de l'Union européenne. Karlsruhe avait fait la même chose, personne n'en a fait un plat. Hein. Pardon ? Les Allemands avaient fait la même chose, mais on ne leur a pas reproché de la même façon. Et, oui, absolument, effectivement. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça questionne tout à fait le rôle aujourd'hui de l'Union européenne, la place de la France au sein de cette union-là, et finalement la question centrale, est-ce que la France a intérêt à sortir de l'Union européenne, ou en tout cas à tout mettre en œuvre pour modifier le fonctionnement actuel de l'Union européenne ? Alors, franchement, non. Alors, même si l'Europe de la santé, c'est un beau projet, ça n'a pas fonctionné, même si ça a été chacun pour soi pendant la crise du Covid, passe sanitaire appliqué différemment ou pas selon les pays, les frontières ouvertes, fermées, il n'y a rien qui a fonctionné, la concurrence pour les produits de santé, pas d'union pour le vaccin, enfin, tout ça n'a pas marché. On voit bien qu'il y a certains égoïsmes qui ressortent et de la concurrence pas toujours loyale entre les partenaires de l'Union européenne. Moi, je suis très triste parce que je suis patriote, bien sûr, mais européenne aussi. L'Europe, c'est ma civilisation. L'Europe, c'est ma maison. L'Europe, c'est quelque chose qui m'a fait vibrer et qui me fait toujours vibrer. Mais j'ai beaucoup de mal à comprendre comment cette cibalité de l'Europe arrive à se faire détester des peuples beaucoup en se mêlant de choses qui n'ont pas lieu d'être, comme par exemple le temps de travail pour nos armées, qui défavorise et qui pénalise beaucoup la France, hein, pour ne reprendre que cet exemple. Moi, je ne crois pas du tout à la sortie de l'Union.
Je pense qu'il faut réformer effectivement de l'intérieur, comme le propose Michel Barnier, qui a une vision qui me semble particulièrement à la fois d'expertise et pertinente sur la nécessaire évolution de l'Union européenne et peut-être la compréhension aussi des instances de l'Union européenne, de la façon dont ils réagissent. On ne peut pas continuer à avoir cette défiance. Et il y en a eu le Brexit. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres pays qui se disent ce n'est pas possible de continuer avec ces diktats de l'Union européenne sur un certain nombre de choses. Donc, je crois qu'on a un gros travail de pédagogie, de responsabilité, de respect et de connaissance vis-à-vis de l'Union européenne. Moi, je ne suis pas pour l'Europe fédérale, bien évidemment, et personne n'a signé pour ce contrat-là. Donc, bizarrement, j'ai parfois l'impression que certains pays, notamment ceux qui sont rentrés dans l'Union, mais ce sont aussi ceux qui ont connu le joug soviétique, défendent plus l'idée de la civilisation européenne que cette idée de l'Europe qui est peut-être trop technocratique et trop éloignée de leurs préoccupations. Je crois que les Européens sont fiers et sont contents à la fois, bien évidemment, de leur identité nationale, mais aussi de leur identité européenne, qu'ils ont envie que leur civilisation soit défendue, mais qu'il faut trouver probablement un autre ton et surtout que la France soit respectée de ses partenaires. Et bien souvent, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas aujourd'hui. Mais c'est vrai que l'exemple du Brexit est intéressant parce qu'il a quand même montré une chose qui va dans le sens un petit peu des difficultés que rencontre actuellement l'Union européenne. Le Brexit, malgré toutes les alertes incroyables, la presse occidentale qui s'était mobilisée pour dire que le Royaume-Uni allait vraiment être presque à feu et à sang, que ça allait être le chaos en Grande-Bretagne suite au Brexit, finalement, il n'en a rien été. Et à tel point que, en tout cas, ce n'était pas au niveau de ce qui avait été annoncé. Je pense qu'on peut en convenir quand même. Pour l'instant, mais on voit bien quand même les difficultés qui sont les nôtres. Moi, vous savez, évidemment, j'aime la France, j'aime l'Europe, c'est mon pays, c'est mon histoire, c'est ma culture, c'est ma civilisation. Et c'est quand même le plus bel endroit de la planète. C'est l'endroit le plus libre, le plus sûr, celui où on protège mieux tous nos ressortissants et ceux qui ne sont pas des ressortissants de l'Union d'ailleurs. Et c'est l'endroit du monde où tout le monde rêve d'aller et c'est l'endroit quand même de notre civilisation. Donc, on peut avoir des difficultés et c'est une idée qui est merveilleuse. En revanche, on a des difficultés de fonctionnement. C'est pas normal que cet endroit, ce projet, ne soit pas apprécié des peuples. Et je pense qu'il est important, avec une France forte dans l'Union européenne, avec une France respectée, qu'on arrive à redonner confiance dans l'Europe et que peut-être les institutions aient un regard beaucoup moins technocratique et des actions beaucoup moins technocratiques sur les pays et sur les projets. Et peut-être qu'il serait possible aussi d'avoir l'assentiment du peuple si on écoute son avis, parce que c'est peut-être un des problèmes initiaux qu'il y a eu en France avec le référendum de 2005, où dès le départ, malheureusement, il y a eu une impression qui peut être laissée comme négative du côté du peuple. Oui, mais c'est vrai. Mais il y a aujourd'hui, aucun parti politique ne souhaite sortir de l'euro, ne souhaite, y compris Marine Le Pen et y compris Éric Zemmour, ni sortir de l'Europe. Hein. Fut un temps pour Marine Le Pen, mais malheureusement, ça a expliqué ses difficultés en débat. On s'aperçoit quand même que c'est notre intérêt. Et c'est pas parce que c'est difficile je pense qu'il faut réformer de l'intérieur. Et c'est pour ça que la position de Michel Barnier là-dessus me semble la plus équilibrée et la plus réaliste aussi. Il y a des choses qui doivent être changées et un homme de son envergure, un homme d'État de son envergure a bien compris tous les enjeux qu'il pouvait y avoir sur le plan de l'Union et il sait parfaitement comment faire pour peser et pour changer. Et ça me semble impératif qu'on ait cette vision pour la France. Et c'est vrai que là encore, et pour clore ce deuxième volet de notre échange, la candidature de Michel Barnier est extrêmement intéressante. Mais là, je me fais un petit peu, je parle en tant que citoyen, c'est vrai que
finalement, on ne sait pas vraiment quel est son fait d'armes, à part d'avoir négocié le Brexit. L'impression qu'on en a, c'est une sorte de négociation qui n'a pas réellement bénéficié à l'Union européenne, une négociation qui a été longue, qui a été plutôt chaotique. Et aujourd'hui, c'est vrai que la candidature de Michel Barnier est extrêmement intéressante dans la mesure où je pense que les citoyens français ne savent pas vraiment en quoi il propose quelque chose de nouveau par rapport au mandat d'Emmanuel Macron sur le rapport à l'Union européenne. Écoutez, c'est pour ça que c'est très intéressant que nous ayons 1 mois et demi de débat où toutes ces questions pourraient être abordées et où chacun pourra montrer quel est son parcours, quelle est sa vision, quelle est son autorité, quelle est sa crédibilité sur un certain nombre de questions. Et cette question-là, bien évidemment, se posera. Très bien. Eh ben, nous aurons le plaisir de vous recevoir alors à nouveau sur Juste Milieu pour éclairer ces questions-là. On va arriver au troisième volet de notre échange et vraiment, je suis ravi d'en parler avec vous et d'exposer ce problème social-là, la lutte contre les violences conjugales et pour la reconnaissance du syndrome de la femme battue. Alors là encore, on tourne encore autour du mandat d'Emmanuel Macron qui avait déclaré ce combat-là comme l'une des causes de son mandat. Bon, bah, finalement, la réalité est différente. Et encore dans Libération, alors, en fin de semaine dernière, on pouvait lire que le cercle proche d'Emmanuel Macron était essentiellement composé d'hommes, que la parité n'était pas le combat annoncé. Et puis, la lutte contre les violences conjugales, là encore, était pas menée tel que ça avait été annoncé. Vous souhaitez vous engager véritablement dans ce combat-là. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner un état des lieux des violences conjugales en France? Est-ce que cela peut encore représenter dans notre société? D'abord, je vous remercie d'avoir employé le bon terme, c'est violence conjugale. Et non pas féminicide. Violence conjugale parce que ça concerne à la fois les femmes, parfois les hommes, et aussi les enfants, puisque ça se passe au sein du foyer. Donc c'est une violence qui est très particulière, puisque c'est là où on doit être protégé le plus, que le danger est le plus grand. Donc c'est quelque chose, un fléau qui concerne aujourd'hui pour 2021. Aujourd'hui, au mois d'octobre, on en est à 90 femmes qui ont été tuées par leur conjoint violent dans leur foyer. Enfin, ou à côté, en tout cas par leur conjoint ou ex-conjoint violent. Donc, c'est extrêmement important. Alors, c'est vrai que moi, je me suis attachée comme députée, et je suis parvenue à le faire, à défendre le fait qu'un parent violent ne puisse pas être considéré comme un bon parent. Vous savez, on disait souvent, ah oui, il bat sa femme pour caricaturer et simplifier, mais ça peut être aussi une femme qui bat sa femme ou une femme qui bat son mari, mais la plupart du cas, c'est un homme qui bat son épouse ou sa conjointe. Mais ça concerne toute forme de famille et toute forme de couple, hein, je tiens à insister là-dessus. Donc, il y avait cette espèce d'aphorisme qui disait il bat sa femme, mais c'est aussi un bon père. Non, les enfants sont des victimes lorsque ils assistent ou ils sont partie prenante des violences conjugales. Donc, c'est très important d'avoir pu changer avant même le Grenelle, grâce à l'engagement des Républicains et grâce à celui que j'ai pu avoir à l'Assemblée nationale puis au Sénat, le fait qu'on ne considère plus qu'un parent violent est un bon parent. Ça, c'est quand même quelque chose d'important et que l'autorité parentale puisse lui être retirée, au moins momentanément. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai que je me réjouis d'avoir pu faire voter dans le texte sur Sarah Halimi qui avait été porté par les centristes au Sénat, la reconnaissance du syndrome de la femme battue. Qu'est-ce que c'est le syndrome de la femme battue? C'est un syndrome qui a été décrit notamment par le droit anglo-saxon et le droit canadien qui décrit l'emprise. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas partie prenante de ces difficultés de violence conjugale, on se demande comment une personne peut supporter d'être torturée, d'être battue, d'être rabaissée, d'être humiliée, d'être volée, d'être violée aussi parfois par son conjoint. Eh bien, elle le supporte, cette personne, parce qu'elle subit ce qu'on appelle l'emprise. Et le syndrome de la femme battue décrit tout ça. Et c'est en évoquant ce syndrome de la femme battue que l'avocate Nathalie Tomasini a pu défendre et faire en sorte que Valérie Bacot soit acquittée récemment, puisse sortir libre dans le procès qui a été le sien, puisque après avoir été torturée, battue,
de façon incroyable par son conjoint, eh bien, elle l'a tué, mais elle a pu sortir libre de son procès parce que parmi les sujets qui étaient évoqués, il y avait ce syndrome de la femme battue. Donc moi, je suis contente, satisfaite d'avoir pu faire en sorte qu'il soit reconnu dans la loi. Maintenant, j'espère que ce vote du Sénat va pouvoir prospérer à l'Assemblée nationale pour qu'on le reconnaisse et que la question de l'emprise puisse être traitée en droit. Et aujourd'hui, en termes de statistiques, les violences conjugales ont augmenté proportionnellement à la population, ou est-ce qu'on est malheureusement sur des chiffres qui stagnent, qui seront toujours trop importants de toute manière, mais quelle réalité statistique se cache aujourd'hui derrière ce phénomène-là? Je vous disais tout à l'heure, 90 femmes tuées par leur conjoint depuis le début de l'année 21. En général, on arrive malheureusement autour de à peu près à 120 personnes. Je pense qu'il y a une prise de conscience, que cette prise de conscience, elle est due déjà à la loi que Guy Geoffroy avait fait voter en 2010 sous Fillon-Sarkozy, dans laquelle il reconnaissait un certain nombre d'avancées, dont l'évocation des bracelets anti-rapprochement qui étaient faits à titre expérimental, puisqu'à l'époque, c'était considéré comme une contrainte sur le corps. Les ordonnances de protection pour faire en sorte que les femmes qui portent plainte soient mieux protégées, et un certain nombre de choses qui sont rentrées depuis 2010. Ça fait presque 20 ans maintenant, mais qui ont fait qu'on a beaucoup progressé. Il fallait aller plus loin. C'est ce que nous avons fait avec le retrait de l'autorité parentale en cas de violence conjugale, avec la reconnaissance du syndrome de la femme battue. Des affaires comme l'affaire Jacqueline Sauvage ou l'affaire Valérie Baclot qui ont été des affaires emblématiques, ou d'autres affaires comme celle de Chahinez qui ont défrayé la chronique, et d'autres qui montrent la vigilance extrême qui doit être la nôtre, et aussi la meilleure organisation entre police et justice, là encore dans ce domaine, je trouve qu'il se met en place. Donc aujourd'hui, il y a un suivi, ça fait partie des choses dont on parle, un accueil qui a été amélioré, une prise en charge qui a été améliorée, mais il faut être sans arrêt vigilant sur ces questions de violence conjugale et prévoir des choses comme, je vous dis, la notion d'emprise ou les traces de sidération psychique comme contrainte morale. Il y a des choses encore à améliorer, mais beaucoup de choses ont été faites. Je pense qu'il faudra aller plus loin, comme par exemple, moi j'étais pour qu'on fasse un amen shem pour les violents conjugaux, qu'on mette en place des fichiers centralisés, comme on le fait pour les pédocriminels, les violents conjugaux, etc. etc. Des choses sont à améliorer, mais beaucoup de choses ont déjà été faites. Malheureusement, on en est toujours à des chiffres qui sont beaucoup trop élevés. Bien sûr, oui, tout à fait. Tant qu'on ne sera pas à zéro. L'Espagne a pu mettre en place le bracelet anti-rapprochement de façon plus importante que nous. Il y a eu des plans massifs et très volontaires pour lutter contre les violences conjugales. On s'en a inspiré de certains. Les casques de réalité virtuelle, notamment, donc, qui ont été mis en place il y a peu de temps, là, il y a quelques semaines. Oui. Alors, tout ça, c'est plus dans le domaine, c'est pas dans le domaine de la loi, mais c'est pour faire comprendre à ces personnes ce que la victime ressent. Donc, je pense qu'il y a une grosse avancée, mais il faut continuer, bien sûr. Il faut continuer, il faut documenter, il faut aussi ne pas lâcher le suivi de toutes ces personnes. Et puis faire en sorte que, moi je pense aux peines planchées pour les violents conjugaux. À un moment donné, je crois qu'il faut dire que la France ne tolère pas la violence conjugale, que par exemple un étranger qui est coupable de violence conjugale ne peut pas être naturalisé, il y a beaucoup de choses à faire pour dire que symboliquement, ce n'est pas possible aujourd'hui et juridiquement. Donc, il faut aller plus loin. Bon, moi, j'ai prévu toute une série de mesures et j'espère qu'on pourra les mettre en œuvre. Et vous en parliez tout à l'heure sur le qualificatif qui est utilisé aujourd'hui, ce mot de féminicide. Comment vous le considérez? Est-ce qu'il y a une sorte de
comment dire, de vernis idéologique qui vient peut-être un petit peu perturber ce débat plus que nécessaire? Ou est-ce que vous, voilà, comment dire, cette nomination, ce terme vous convient? Comment vous le percevez? Moi, ce terme ne me convient pas parce que, je vous le disais tout à l'heure, la définition des violences conjugales, ça concerne toute forme de famille et toute forme de couple. Ce sont majoritairement des femmes qui sont victimes, mais il y a aussi tous les autres. Donc, je préfère violence conjugale. En revanche, un féminicide existe. Par exemple, ce qui s'est passé au Mexique, où on a vu des centaines de femmes qui avaient disparu, ce sont des féminicides. Elles étaient attaquées parce que c'était une femme, parce que c'était des femmes. Là, en fait, la personne qui est victime de violences conjugales, elle est attaquée parce que c'est le conjoint ou la conjointe du violent. Pas forcément, alors c'est une femme la plupart du temps, mais pas parce que c'est une femme. Il y a des féminicides, par exemple, ce qui s'est passé pour les femmes yézidis. Ce sont elles qui ont été particulièrement visées. Un féminicide, c'est quand on s'attaque à une femme parce que c'est une femme. Là, dans les violences conjugales, on s'attaque à une femme parce que c'est la femme du violent. Et moi, je pense qu'il faut considérer à la fois toutes les formes de famille, toutes les formes de couple, et ne pas oublier les enfants qui font partie des difficultés liées aux violences conjugales. Effectivement, effectivement. Chère Valérie Boyer, hein, nous sommes ensemble depuis bientôt. Ce n'est pas en changeant les mots, MOTS, qu'on arrive à guérir les mots MAUX. Et c'est peut-être un petit peu facile comme formule, mais je suis convaincue qu'il faut aller plus loin sur les violences. Et notamment, par exemple, qu'il faut aller plus loin sur les mutilations sexuelles. Hein. Par exemple, l'excision, aujourd'hui, il n'y a pas de procès, il ne se passe rien, personne n'en parle alors qu'on sait que ça existe. Il faut aller plus loin aussi sur les violences sexuelles sur les mineurs. Donc là, nous avons beaucoup avancé au Sénat sur cette question. Mais moi, j'aurais souhaité que, par exemple, pour les mineurs eh bien, qui mettent fin à leur grossesse, eh bien, elles puissent avoir 20 ans, 30 ans après la conservation de leur avortement pour pouvoir éventuellement savoir si elles sont atteintes d'amnésie traumatique, etc., pour mieux protéger les mineurs. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, et notamment, c'est pour ça que j'avais plaidé pour qu'on permette le prélèvement et la conservation de tissus ou cellules embryonnaires ou fétaux après une IVG, dans la perspective d'une procédure pénale ultérieure pour les mineurs, notamment, je vous dis, par rapport à l'amnésie traumatique, dont on sait aujourd'hui qu'elle existe et qu'elle mérite d'être prise en considération. Donc, on a encore pas mal de choses à faire et surtout à bien faire en sorte que tout ce qui a été mis en place soit fait. Voilà, je vous dis là-dessus, sur les mutilations sexuelles dont les femmes sont victimes, sur le fait qu'on arrive vraiment à sanctuariser dans la loi le syndrome de la femme battue. Donc, vous voyez, tout ça sont encore des progrès que notre droit doit faire sur des mesures qui sont importantes, de dire que il y a des peines sur lesquelles, enfin des actes qui doivent vraiment être pris en considération. Moi, je pense aux peines planchers pour les violents conjugaux. Je pense à le fait qu'on ne peut pas accéder à la nationalité française si on a commis des violences sexuelles ou des violences conjugales. Au-delà du symbole, ça montre le fait que nous n'acceptons plus ce genre de violence et de manifestation. Et c'est avec tout ce panel, je crois, juridique, qu'on pourra arriver, je l'espère, à diminuer aussi le chiffre effrayant d'une centaine en général entre 120 et 130 personnes par an. Là, nous sommes au mois d'octobre et on est à 90 personnes, 90 femmes qui ont été tuées
par leur conjoint ou ex-conjoint. Donc, voilà, Et, il faut prévenir, il faut prévenir les femmes, il faut les protéger. Moi, je crois aux fichiers. J'avais aussi proposé une autre mesure qui a été refusée, mais que lorsque vous faites une déclaration de concubinage ou un mariage, ou même que vous déclarez vivre avec une personne, qu'il y ait la possibilité de savoir si cette personne, elle avait eu des dépôts de plainte pour violence conjugale, par exemple. oui, C'est oui, intéressant de savoir, parce qu'on s'aperçoit très bien qu'en général, le violent vis-à-vis de son conjoint, il l'a été aussi avec ses conjointes ou ses conjoints précédents. Donc, le principe de précaution pourrait s'appliquer. Pour l'instant, ça a été refusé. Je pense que c'est une question qui serait intéressante de travailler. Écoutez, on espère que cette thématique plus qu'importante va s'inviter dans les débats en vue des élections qui arrivent. Chère Valérie Boyer, nous sommes ensemble depuis 1 heure, bientôt 1 heure. Déjà, un immense merci pour toutes vos réponses, pour cet échange que nous avons. Et puis, voilà, je vous laisse le dernier mot de la fin avec peut-être une question sur les primaires qui arrivent, en tout cas le congrès qui arrive du côté des Républicains. Aujourd'hui, vers quel candidat irait votre soutien, même si les débats restent à venir et que tout peut changer, on l'imagine. Fut un temps, vous étiez proche de la candidature d'Éric Ciotti. Est-ce que c'est encore le cas? Quelle est aujourd'hui votre position? Alors, moi, j'aime beaucoup Éric Ciotti. C'est un ami, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un de constant qui défend des valeurs importantes. Effectivement, vous m'avez bien percé à jour. J'aurais une préférence pour ceux qui sont restés fidèles à notre famille politique, parce que je pense que la loyauté, la lisibilité, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie et dans la vie politique. Et ensuite, par respect aussi pour ceux qui sont restés. Donc, j'apprécie beaucoup la démarche de Valérie Pécresse de revenir et de se soumettre spontanément au vote des militants. Je me suis réjouie hier que Xavier Bertrand dise oui à cette primaire congrès. D'autant plus que, comme je vous le disais tout à l'heure, la forme du congrès et la date de la primaire a été choisie vraiment beaucoup poussée par ses soutiens. Je pense que dans la vie politique, fidélité, loyauté et respect des militants, c'est quelque chose qui pour moi compte énormément. Et donc j'attends avec impatience les débats, mais je vous dis, j'aurai une inclinaison quand j'aurai pris ma décision pour une personne, je crois, qui sera restée dans notre famille politique et qui sera fidèle à cette famille et à ses valeurs. C'est le premier point. Le deuxième point, vous le savez, je suis aussi membre de Force républicaine, mais également de Oser la France avec Julien Aubert. Et voilà. Et nous allons, ce soir, nous avons une réunion. Nous en aurons d'autres et nous allons discuter des points que Julien Aubert et Oser la France ont soumis aux 4 candidats qui sont venus à Lourmarin lors des universités d'été d'Oser la France. Il y a 15 points. Donc, on verra aussi si ces points retiennent l'assentiment des candidats, comment nous allons pu en discuter. Julien Aubert avait reçu Éric Ciotti, Xavier Bertrand, Michel Barnier et Valérie Pécresse à Lourmarin. Et donc, nous verrons comment ces candidats se positionnent par rapport au travail important, transparent et loyal qui a été fait au sein d'Oser la France et au sein des Républicains. Donc, tout ça va peser dans ma décision. Mais en revanche, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui se demandent s'ils peuvent voter, etc. Je me permets juste de leur adresser un petit message. Je ne sais pas pour qui vous allez voter l'année prochaine, mais si un jour vous avez été proche des Républicains, si vous êtes intéressé par l'alternance à Emmanuel Macron en France, allez voter et inscrivez-vous pour voter avant le 15 novembre. C'est important, je pense que la personne, j'en suis intimement convaincue, la personne qui gagnera le congrès du 5 décembre, ou peut-être avant, si elle fait 50%, mais je pense qu'il y aura 2 tours quand même,
la personne qui gagnera cette élection, cette primaire, parce que c'est une primaire fermée, entre guillemets, le 5 décembre, c'est probablement, et c'est, je l'espère, le futur président de la République. Donc, il est essentiel que les Français se déplacent pour aller voter à cette primaire. La difficulté, qui sera peut-être la leur, c'est qu'il faut qu'ils se soient inscrits avant le 15 novembre. Je pense que c'est essentiel de voter de s'inscrire avant le 15 novembre pour choisir le futur président de la République. En tout cas, celui qui portera les couleurs de la droite et du centre, celui qui rassemblera tous les candidats, celui qui sera l'homme d'État dont la France a besoin pour sortir de l'impasse dans laquelle Emmanuel Macron nous a conduits après avoir été ministre de François Hollande et président de la République. Donc moi, je veux vraiment un changement pour mon pays. Je pense que c'est les valeurs qui sont portées par ma famille politique qui permettront de l'emporter. Quels que soient les talents, les parcours, etc. Des autres partis, je ne crois pas en la gauche. Je ne crois pas non plus que Marine Le Pen soit en mesure d'être au deuxième tour et je ne crois pas qu'Éric Zemmour le soit aussi. Donc, il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas se tromper de message. Et aujourd'hui, les Français ont la possibilité, en toute liberté, de choisir la personne qui peut porter l'alternance et qui est une alternative à Emmanuel Macron. Donc, il ne faut pas rater cette chance. Donc, inscrivez-vous pour voter et inscrivez-vous avant le 15 novembre pour pouvoir voter, pour pouvoir vous prononcer au Congrès pour choisir le futur président de la République. Le message est passé et rendez-vous alors le 5 décembre prochain pour connaître le nom définitivement du candidat des Républicains en vue des élections présidentielles de 2022. Valérie Boyer, une fois encore, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Beaucoup. Chers spectateurs de Juste Milieu, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, ça c'est les classiques, il faut le dire. On se retrouve très bientôt pour de... Voilà, et aussi de voter, bien évidemment. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.